Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Franck. Je représente aujourd'hui l'association SOPSI Bordeaux, qui est une association de psychologues sociaux et aussi d'étudiants et de chercheurs. Tout bon ? Ok. Je représente aussi ma chaîne Psychéludique qui parle de jeux vidéo et de psychologie sociale. Et je remercie le BGF de nous avoir invités pour parler de psychologie, de pop culture et surtout de robotique en fait, même si je ne suis pas un expert dans le sujet. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Le thème d'aujourd'hui sera « Est-ce que ma voiture autonome est susceptible de me tuer ?» Bon, je vais être franc avec vous, on ne va pas seulement parler de robots et de voitures en fait, on va parler aussi de pop culture. Et ça va être un sujet plus global, on va parler surtout de la question de la confiance. Pourquoi la question de la confiance? Parce que c'est une question primordiale en psychologie. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand quelqu'un se présente sur scène ou que vous avez un entretien d'embauche, la première chose que cette personne va juger chez vous, c'est votre honnêteté et votre confiance. Puis viendra votre sociabilité et vos compétences. Cela se fait en quelques millisecondes. Et généralement, c'est la confiance dans laquelle la personne va mettre en vous qui va déterminer toutes les autres caractéristiques qu'elle percevra chez vous. Plus vous avez l'air honnête et digne de confiance, plus vous aurez l'air sociable et compétent. Et ça, c'est certes la question qui se pose pour un être humain, mais qu'en est-il pour les robots ? Après tout, avec les avancées technologiques, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut faire confiance aux machines? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait être méfiant envers elles? Pour les robots, il y a une question très importante qui entre en compte, c'est la question de l'autonomie. On ne juge pas la confiance d'un robot de la même façon s'il est autonome ou s'il ne l'est pas. Si un robot n'est pas autonome, vous allez juste vous demander est-ce que la personne qui la dirige derrière est digne de confiance. Si le robot est un système autonome comme une intelligence artificielle sophistiquée ou par exemple une voiture autonome, là la question de la confiance va se poser. Et généralement dans les films et les œuvres de science-fiction, les robots sont toujours vus comme des êtres capables de se rebeller, genre par exemple dans Age of Ultron, Portal, Matrix, Terminator. C'est pour cette raison que la question de la confiance de nos jours est beaucoup influencée par la pop culture. Mais selon les recherches en psychologie, la confiance envers les robots peut se résumer en 3 P. Purpose, quel est le but du robot? Process, quelles sont les capacités du robot et comment il fonctionne? Et performance, jusqu'à quel point il peut remplir ses compétences en question. C'est la première chose qui différencie la confiance qu'on a envers un robot et un être humain. Un être humain, la première chose, c'est confiance. Puis on se demande si cette personne est compétente ou non. Alors que le robot, c'est l'inverse. Il faut se demander, est-ce que ce robot est compétent dans les tâches que je vais lui assigner pour pouvoir lui accorder ma confiance? Et donc, est-ce qu'il y a d'autres façons de construire cette confiance pour un robot? Oui. En 2014, dans une étude américaine, des personnes sont entrées dans une voiture autonome. Et les chercheurs avaient fait en sorte que ces voitures autonomes avaient une voix, un prénom, je crois que c'était Lily, et donc elle avait aussi un genre. Si vous faites rentrer quelqu'un dans une voiture autonome pour une petite conduite de, allez, disons, une demi-heure, et que celle-ci vous parle, et qu'en plus elle a un prénom, vous serez plus confiant envers cette machine qu'envers une machine qui n'a pas l'option voix et un prénom, quand bien même elles auraient les mêmes capacités. En clair, il faut donner une forme d'humanité à nos machines pour espérer que le public puisse les faire confiance. On peut même approfondir cette question de la confiance dans le domaine publicitaire. Récemment, j'ai vu une vidéo où on mettait un enfant seul dans une voiture autonome et il était parti faire une balade, je crois que c'était jusqu'à son école. Le but de ce genre de campagne, c'est de montrer que la personne auquel vous tenez le plus, votre enfant, vous pouvez la confier à une machine et elle ira très bien. On a donc deux points de vue qui s'opposent. On a le point de vue de la science-fiction un peu pessimiste qui voudrait nous faire croire que les machines sont susceptibles de se rebeller si elles sont autonomes. Et on a la recherche en psychologie et dans la robotique qui essaye de nous faire prendre conscience que oui, on peut avoir confiance, on peut faire confiance aux robots.
Sauf que le problème de la confiance, c'est une question de morale aussi. C'est pour cette raison qu'elle est vraiment importante dans les rapports humains. Si je fais confiance à quelqu'un, je m'approche de lui, je suis prêt à risquer mon intégrité physique, voire ou sociale, pour pouvoir interagir avec elle. La question de la confiance envers les robots est plutôt similaire, puisque récemment, je ne sais pas si vous avez lu les articles sur le sujet, il y a eu beaucoup de questions qui étaient, si une voiture autonome était sur le point d'avoir un accident, quelle personne elle devrait sauver? Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur l'image du diapo, mais supposons qu'une personne traverse, une voiture autonome fonce sur elle. En théorie, la voiture autonome est suffisamment puissante pour calculer si elle l'évite ou pas. Mais la question est, si elle l'évite et qu'elle percute un mur, c'est la personne à l'intérieur qui va subir de graves dommages. S'il y a des passants et des piétons autour, est-ce que la voiture doit éviter une personne âgée qui traverse la rue pour renverser des passants sur la chaussée? Ce qui fait qu'on a eu une grosse polémique à propos de comment faire pour régler ce problème moral avec ces dilemmes moraux avec les voitures autonomes. Vous imaginez, vous êtes un constructeur de voitures, vous voyez votre client et vous dites « Bon, alors, on a regardé le système de notre voiture. En cas d'accident, on a décidé de privilégier la vie des enfants et des piétons. Donc, il y a des chances que vous y passez si vous êtes sur le point d'avoir un accident dans notre voiture autonome. » Qui doit prendre la décision de qui doit vivre? Est-ce que l'État doit décider que toutes les voitures autonomes doivent avoir un protocole strict et qu'elles devront esquiver telle personne dans telle situation? Est-ce que c'est la personne qui est dans la voiture qui doit dire au préalable je souhaiterais privilégier la vie d'autrui à la mienne si un accident doit arriver? Est-ce que c'est les constructeurs qui doivent faire ça dans leur coin? C'est vraiment un problème moral, même si, avouons-le, actuellement, il n'y a pas assez de voitures autonomes en circulation pour avoir des statistiques précises sur qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, même si des accidents sont déjà arrivés. Mais ça tourne à peu près de 1% selon les dernières données qu'on a eues. Et on ne peut pas résoudre ce problème moral, en fait. Parce qu'on est nous-mêmes incapables de prendre des décisions rationnelles quand il s'agit de dilemmes moraux. Est-ce que des personnes connaissent ici le dilemme du tramway? Vous? Des personnes qui ne connaissent pas? Ah, 2 personnes. 3, ok. Alors, le dilemme du tramway, c'est simple. Vous avez un tramway. C'est une expérience de pensée, donc il faut que vous jouiez le jeu, en fait. Il y a un tramway qui s'approche à toute vitesse et il va renverser 4 personnes qui sont sur les rails, attachées. Vous pouvez faire en sorte que le tramway dévie si vous actionnez un levier, mais le tramway va écraser une personne innocente. Donc, vous pouvez faire le calcul, c'est 4 vies contre une vie. Voilà. Qui accepterait de tirer le levier pour sauver une vie? Pour sauver 4 vies, pardon. Très bien. Et après, le dilemme du tramway, c'est de rajouter des paramètres pour voir jusqu'à quel point on est prêt à faire ça. Supposons que cette fois, il n'y a pas de levier. Le tramway se déplace, il va écraser 4 personnes. Sauf que là, vous pouvez empêcher ce massacre en poussant une personne un peu corpulente sur les rails. Et si vous la poussez juste avant que le tramway passe, son camp va bloquer. Enfin, son camp va bloquer le tramway et vous arriverez à sauver la vie de 4 personnes. Qui serait prêt à pousser cette personne? Oh, c'est bien, il y a des utilitaristes. Donc voilà, ça a été fait en psychologie morale, c'est une expérience très utilisée en philosophie expérimentale. On modifie de plus en plus les paramètres pour voir qui serait prêt à sacrifier la vie de 4 personnes sacrifier la vie d'une personne pour 4. Et ce que cet exemple nous montre, c'est que on est incapable de prendre des décisions morales rationnelles ou utilitaristes jusqu'au bout, juste en se basant sur les chiffres. Alors pourquoi on demanderait à des voitures autonomes et à des entreprises de prendre des décisions morales aussi difficiles, quoi, ou tranchées? Pour ceux qui ont vu Infinity War, c'est comme quand Captain America dit on ne marchande pas une vie. Sauf que la vie qu'il ne veut pas marchander, il va la payer en sacrifiant la moitié de la vie de l'univers, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si on laisse la morale aux IA? Moi, j'ai 2 exemples qui viennent de la pop culture. Je ne sais pas si vous... Il y a des gens qui connaissent Psycho Pass? Metal Gear Solid?
War Games, le film... Oh, War Games, oui. Bon, War Games, ça va être proche de Metal Gear Solid, vous allez voir. Alors, plutôt que de dire à des entreprises ou à des individus de façon arbitraire, vous allez décider de la morale, c'est dans ces œuvres-ci, c'est une intelligence artificielle qui prend cette décision. Dans Psychopath, dans un Japon futuriste, c'est le système Sibyl décide, à l'aide de tests psychologiques, si les individus sont dangereux ou non, et s'ils sont aptes à vivre en société. Ce qui fait que toutes les décisions morales ont été retirées aux individus, et surtout à la police, et c'est un système informatique qui juge absolument toutes les personnes au Japon. Ce qui fait que les policiers, ils ont des armes très précises. Ils ont des armes qui s'appellent un Dominator, je crois. Ils ne peuvent tirer sur des personnes qui sont jugées immorales par le système, et c'est plutôt fait de façon très visuelle dans la série. Ils ne peuvent pas tirer sur des gens que le système aurait considérés comme bons. Ce qui fait que la décision morale d'arrêter quelqu'un, parce qu'il y a des tirs anesthésiants, ou de tuer quelqu'un avec les tirs létals, c'est pas eux qui la prennent, c'est une machine qui prenne la décision à leur place. Ce qui fait qu'il y a tout un débat déontologique dans cet animé sur le sujet. Et ça, évidemment, vu que c'est une œuvre de fiction, ça vire à la dystopie, ce qui fait que le système n'est pas aussi parfait. C'est souvent comme ça, oui. Mais ça soulève de bonnes questions déontologiques. Dans Metal Gear Solid, c'est proche de War Games. On laisse à une machine la décision de la guerre nucléaire, en fait. Les ennemis, parce que c'est une machine ennemie dans le jeu, se disent qu'en cas de guerre nucléaire, si un bloc nous attaque, on n'osera pas répondre parce qu'on ne veut pas risquer d'anéantir l'humanité entière. On ne veut pas risquer l'apocalypse, quoi. Ce qui fait qu'il y aurait des réticences à riposter, parce que la riposte aurait des conséquences désastreuses. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une machine qui prendra la décision morale d'attaquer, ou plutôt de riposter, si l'URSS décide d'attaquer, en fait. Et donc, tout le conflit à la fin du jeu décide de est-ce qu'on peut laisser une machine décider si oui ou non elle peut mettre fin à l'humanité ou déclarer une guerre. Et comme avec l'expérience avec les voitures où on mettait une voix et un genre, dans cet épisode, la machine a des caractéristiques humaines, elle a une voix féminine, et elle a la personnalité d'un autre personnage de la série, qui est plutôt un personnage assez vertueux. Donc on utilise l'anthropomorphisme, on donne des caractéristiques humaines pour rendre des décisions morales plus acceptables. Et du coup, cette transition, ce sujet plutôt militaire, guerre nucléaire, va nous permettre de passer à la question de la confiance. Alors la confiance, elle est primordiale pour les voitures autonomes, on vient de le voir, oui. Mais elle l'est d'autant plus dans un autre contexte, c'est le contexte militaire, où actuellement, alors je ne pourrais pas dire quel, je sais que les États-Unis le font, mais je ne pourrais pas dire toutes les armées qui l'utilisent. Les armées utilisent des machines autonomes pour les accompagner sur le terrain, pour des missions de déminage par exemple. Et on s'est rendu compte que des unités qui comportent des hommes et des robots sont bien plus efficaces que des unités qui comportent des robots seuls ou des êtres humains seuls. Ce qui fait que la question de la confiance envers des machines dans ce genre de situation, parce que c'est quand même des conflits armés, la question de la confiance est vitale. Si vous ne pouvez pas faire confiance à votre collègue, votre frère d'armes ou même une machine autonome, il y a des chances que toute l'unité peut y passer en fait. Et donc, ce petit robot de déminage s'appelle Scooby-Doo. C'est un robot qui cherche des mines. Et son unité l'a appelé Scooby-Doo parce que justement, il cherche comme s'il cherchait des biscuits. Et il a même eu la médaille du Purple Heart pour service rendu pour l'Amérique, en fait. Et à sa mort, parce qu'il n'est pas mort, à sa destruction, toute l'unité qui avait été affectée, à laquelle ce robot était affecté, était en deuil. Parce qu'ils avaient eu un véritable lien avec lui, en fait. C'était comme un animal de compagnie. Et apparemment, c'est un phénomène de plus en plus répandu dans l'armée, où les militaires vont donner des petits noms aux machines qui les accompagnent. Parfois, ça va être le nom de leur conjointe ou de leurs animaux de compagnie. Et c'est ici que la recherche en psychologie est importante pour améliorer la confiance soldats et machines, en fait. J'aimerais finir sur une citation de Daniel Kahneman. Il ne travaille pas sur les robots, il travaille sur les algorithmes. Et il a montré qu'on était très réticent à utiliser des algorithmes pour prendre des décisions rationnelles. Les gens préfèrent utiliser leur intuition que des algorithmes, mais parfois ça a des conséquences désastreuses. Il dit «
L'histoire d'un enfant qui meurt parce qu'un algorithme a fait une erreur est plus poignante que la même tragédie due à une erreur humaine. Et la différence d'intensité émotionnelle peut facilement se traduire en termes de préférence morale. C'est pour cette raison que la question de la confiance, actuellement, est vraiment une question morale et qu'il faut se rendre compte que notre morale va être amenée à changer et que les robots vont être de plus en plus présents dans notre quotidien, voire dans nos foyers, pour les robots sociaux, ou dans les rues simplement, et qu'il va falloir apprendre à les faire confiance, parce que oui, votre voiture autonome est susceptible de vous tuer, comme plein de choses dans l'univers est susceptible de vous tuer en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ne pas les faire confiance ou avoir une méfiance déraisonnable envers elles. Il me reste 5 minutes. Déraisonnable envers elles. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute. Je vais passer aux questions. Vous en faites. Attendez. Le merci à vous. Merci de votre attention. Oh, merci. Donc oui, pour les questions. Oui, elle va vous passer le micro. Merci. J'avais alors une remarque et une recommandation sur le sujet qui était fait. Donc la remarque sur la guerre nucléaire décidée ou pas par les machines. J'ai un contre-exemple historique. Je ne me rappelle plus le nom du bonhomme malheureusement, mais c'est un Russe qui a apparemment empêché le déclenchement d'une guerre nucléaire à la suite d'un bug. Des alertes se sont levées dans leur base et il était assez clair que les Américains les attaquaient. Et il s'est dit non. Pourquoi il s'est dit non? Je ne suis pas sûr. Mais il s'est dit non. Et il se trouve que les Américains n'avaient pas attaqué. Donc son jugement qui était peut-être moral de tant pis on riposte pas, a eu aussi finalement un effet bénéfique pour tout le monde. Donc ça, première chose. Deuxième chose, sur l'utilitarisme, j'ai une vidéo de Monsieur Phi qui parle de ça et qui donne une autre expérience que le tramway, qui est plus graduée, parce que ce qui me gêne dans l'expérience du tramway avec le pousser un gros bonhomme, c'est qu'il y a tout un tas d'objections qui fait qu'on peut ne pas pousser le bonhomme, même en étant utilitariste dans plein de circonstances. Et il y a de meilleurs exemples, et aussi plus flippants. Voilà, c'est tout. Je vais vous répondre du coup. Vous pouvez garder le micro. Vous avez peut-être de... Alors pour la première remarque où il a décidé de ne pas attaquer, oui, c'était et que ça a conclu sur une bonne décision en fait. Oui, coup de bol. On a évité l'apocalypse. Oui, c'est aussi ce qui est critiqué dans Metal Gear Solid et Wargames, je crois. Pour la question, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser à une machine cette décision irrationnelle de riposter. Mais en fait, votre contre-exemple est un argument pour les méchants du jeu qui disent oui, s'il y avait eu une vraie attaque, on n'aurait pas riposté. Donc la logique de la guerre froide n'a plus aucun sens puisque c'est un duel de nerfs de si tu m'attaques, je t'attaque. Donc vaut mieux laisser ça à une machine en fait. Mais merci pour l'anecdote. Et pour l'expérience de Monsieur Phi, oui, je la connais, c'est avec le don d'organes où quelqu'un arrive sur une autre planète. Oui, ça c'est vraiment une version plus poussée du dilemme, plus précise, oui. J'ai utilisé le dilemme du tramway parce que c'est quelque chose qui est plus connu. On va dire c'est la base. Elle est imparfaite, mais c'est la base pour comprendre les études en philosophie expérimentale et en psychologie morale. Mais cette vidéo de Monsieur Phi est très bien aussi. Et donc j'ai pris la version la plus simple pour le dilemme. Pour une conférence comme ça, oui, c'est une bonne version. Je ne conteste pas. D'autres questions? Alors vous partez sur le point de vue que oui. Pouvez-vous rapprocher le micro? Pardon. Vous partez sur le point de vue que oui, il y aura une intelligence artificielle. Vous partez. Vous m'entendez ou pas du tout? Rapprochez, parlez fort. Oh, allez. Venez à côté de moi. Allez. Allez, tu peux nous parler celui-ci? Bah parfait. Donc,
vous partez sur le point de vue que oui, il y aura une intelligence artificielle plus tard. Or que plus tard dans les avenirs. Or que pour l'instant, l'Union européenne ou même en France, on n'est pas prêt à laisser une intelligence artificielle tirer des missiles avec des drones ou etc. Et que même elle fait des erreurs. Donc pourquoi faire confiance à quelque chose qui nous ayons fait des erreurs en programmant? Ah, vous pouvez rester si vous voulez. Hein. On est bien ici. Hein. Alors, pour la première remarque, oui, je n'ai pas une connaissance très pointue sur comment dire, tout ce qui est Union européenne, qui décide de quoi. Je sais par contre qu'aux États-Unis, il y aura bientôt des drones capables de prendre la décision de tirer de manière autonome. Je crois qu'il y a un article qui est passé il y a très récemment. Quand je dis que les robots vont être de plus en plus présents dans notre quotidien, oui, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, ça va être le cas et que ça va soulever des questions morales et philosophiques et pour les psychologues. Et après, vous me dites pourquoi on devrait laisser des machines prendre des décisions où nous-mêmes on peut faire des erreurs. C'est exactement ce que Kahneman reproche en fait, c'est que oui, les machines ou les algorithmes peuvent faire des erreurs, mais elles en font beaucoup moins que les êtres humains. Et bizarrement, quand c'est les machines qui font ces erreurs, là, on a une réaction plus intense émotionnellement envers elles. On est plus en colère, il y a une plus forte sentiment d'injustice. Peut-être parce qu'on ne peut pas punir, justement. Le principe de pouvoir punir quelqu'un dans les décisions morales est très important. Ça ne se ferait pas de la même façon pour les robots. C'est peut-être ces facteurs psychologiques qui jouent. Donc moi, je pense que... Enfin, s'il faut retenir quelque chose de ce qu'on vient de dire, si on est sûr, si on a les données pour prouver qu'une machine prend des décisions, de meilleures décisions qu'un humain, il ne faut pas hésiter à l'accepter, quoi. C'est bon ? On a encore 5 minutes, c'est bientôt fini. Bonjour. Bonjour. On parle depuis tout à l'heure en fait de cas vraiment très très particuliers où on parle depuis tout à l'heure de cas très très particuliers où il y a vraiment une chance sur 1 million que ça ne fonctionne pas, le cas des nucléaires. En fait, ce qui se passe, moi je travaille dans le domaine routier, donc je vais parler de ma propre expérience. On utilise de plus en plus de l'intelligence artificielle au niveau en fait dégradation des chaussées. Donc il y a des milliers et des milliers de kilomètres de route en France. Et on ne peut pas poser quelqu'un qui roule toute la journée pour aller regarder où c'est que c'est dégradé, qu'est-ce qu'on doit refaire et tout. Donc on utilise des systèmes vidéo en fait, qui se baladent tout seul avec des voitures autonomes. Et derrière, il y a des algorithmes qui sont codés par des ingénieurs et qui vont regarder en fait à quel niveau c'est dégradé, est-ce qu'on y va, et avec une erreur qu'on estime à 2-3%. Mais 2-3%, c'est pas très grave en soi, parce que si on est capable de refaire 97% du réseau routier, c'est pas très grave. Là, on parle de cas depuis tout à l'heure sur l'intelligence artificielle où il y a des enjeux de vie et de mort. Mais bon, en fait, quand on regarde autour de nous, il y a des millions et des millions de situations. En fait, on aura besoin de cette intelligence artificielle parce qu'on ne pourra pas mettre quelqu'un derrière chaque situation, c'est pas possible. Voilà, c'était juste une remarque à ce sujet-là. Et merci, c'était très intéressant. Donc ce monsieur nous disait que l'intelligence artificielle est partout, et pas seulement dans des questions morales fortes où il y a la vie et la mort, et je lui en remercie. Donc voilà pour nous. Ok.